Sommes-nous à la veille d'une nouvelle bataille d'Alger? La fameuse bataille d'Alger de 1957 qui a vu la disparition de 20 000 citoyens algériens torturés, massacrés et leurs corps, on ne les a jamais retrouvés car ils ont été jetés par avion dans la mer. Oui, lors de cette fameuse bataille d'Alger, connu avec le célèbre général tortionnaire Ossarès, qui a écrit 2 livres pour se vanter d'avoir massacré et torturé et fait disparaître les corps de nos glorieux résistants de la révolution algérienne, parmi lesquels Si L'Arbi Ben Mehdi et Si Oustad Ali Boumedjel, brillant avocat. Alors, pourquoi je vous parle de cette bataille d'Alger? Car on voit bien que, en ce moment, nous assistons à une nouvelle bataille d'Alger qui a commencé le 16 novembre 2024 avec l'arrestation d'un auteur algéro-français à l'aéroport d'Alger. Cet auteur qui venait à peine d'être naturalisé français sur décret présidentiel du président Macron, s'est rendu tranquillement en Algérie après avoir dénigré pendant des années les musulmans et après avoir osé dire que la moitié du territoire algérien était marocaine il y a un passé pas si lointain, sans apporter la moindre preuve historique de cette affirmation qui relève de l'atteinte à l'unité nationale, comme un célèbre écrivain français du nom de Robert Brasillac qui, pour avoir porté atteinte à l'unité nationale et pour intelligence avec l'ennemi, avait été jugé, condamné et exécuté par la justice française le 6 février 1945 après un refus de grâce par le général de Gaulle qui disait à l'époque, et il l'a écrit dans le tome 3 de ses mémoires de guerre, que en lettres et en tout, le talent est un titre de responsabilité. Alors pourquoi je vous parle de nouvelle bataille d'Alger? Cette nouvelle bataille d'Alger, qui ressemble à celle de 1957, a été inaugurée par un célèbre diplomate français du nom de Xavier Driancourt. À 2 reprises, il était ambassadeur en Algérie, mais apparemment, c'est cette année passée à Alger, au lieu d'écrire des mémoires où Alger aurait pu lui inspirer de la poésie ou de la littérature, non. Il a décidé de cracher son venin sur l'Algérie en bon héritier du général Ossarès. Il n'y a pas un jour, matin, midi et soir, où il ne dénigre pas l'Algérie, où il ne veut pas casser toutes les relations entre Paris et Alger, et notamment les fameux accords de 1968 qui régulent la circulation des Algériens en France. Alors cette nouvelle bataille d'Alger, donc elle a été inaugurée à partir du 16 novembre 2024 par l'ambassadeur, l'ex-ambassadeur Xavier Driancourt, mais pas uniquement par les ambassadeurs. Lui a emboîté le pas le fameux juge antiterroriste Monsieur Marc Trévidic, qui pendant 10 longues années a piloté donc l'axe juridique antiterroriste en France et notamment a enquêté sur l'affaire des moines de Tibérine. Et vous savez que la France utilise cette affaire des moines de Tibérine pour faire pression sur les services secrets algériens, notamment le DRS, et c'est la raison pour laquelle le chef de la DGSE, c'est-à-dire des services secrets français, peut se rendre librement, sans aucun visa et sans même prévenir ses alter ego algériens à Alger, car il a des dossiers contre eux. Donc ça ne se limite pas aux diplomates, ça ne se limite pas non plus aux juges, il y a aussi les intellectuels qui font partie de cette bataille d'Alger, notamment le célèbre académicien et xénophobe Monsieur Alain Finkielkraut. Vous savez qu'il adore interviewer des auteurs algériens, surtout quand ils disent que le jour que je déteste le plus dans la semaine, c'est le vendredi. Alors je reprends ce court extrait d'interview qui a été enregistré dans la radio France Culture avec le célèbre auteur algéro-français Kamel
Daoud. Alors ça ne s'arrête pas aux intellectuels, cette nouvelle bataille d'Alger. Il y a évidemment les hommes politiques français, notamment du parti xénophobe Reconquête, en la personne de Sarah Knafo qui est d'origine algérienne. C'est la compagne d'un autre Français d'origine algérienne, Éric Zemmour, et qui, après avoir déclaré sans aucune preuve que l'Algérie recevait 800 millions d'euros d'aide, elle a déclaré, il n'y a pas si longtemps, que les Algériens coûtaient 9 milliards d'euros à la France. Vous voyez, plus on attaque l'Algérie, et mieux c'est, car toutes ces personnalités, évidemment, arrivent à voir leur cote de popularité grimper comme une flèche. Il suffit d'attaquer l'Algérie et on devient populaire dans cette France anciennement pétainiste. Alors, il n'y a pas que les diplomates, pas que les juges, pas que les intellectuels, pas que les hommes politiques. Il y a évidemment la presse française. Regardez la une du Point il y a quelques semaines. Les réseaux du régime algérien où ils traitent le président algérien finalement de chef d'un gang, chef de voyous. Oui, on n'est plus à une insulte près. Et ça continue avec Marianne qui dit le chantage algérien, ça suffit. Oui, à croire que le seul problème de la France, c'est l'Algérie. C'est extraordinaire. Je vous dis, on a tous les symptômes d'une nouvelle guerre d'Algérie. Alors, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Vous avez un ministre d'État, ministre de l'Intérieur, qui appartient à un parti politique qui n'a obtenu que 7% aux dernières élections législatives. Et aux dernières élections présidentielles de 2022, ils n'ont même pas dépassé 5%. Mais grâce au fonds de commerce que représente l'Algérie aujourd'hui, n'importe quel militant ou cadre d'un parti politique en mal de popularité n'a qu'à attaquer, n'a qu'à insulter, n'a qu'à dénigrer l'Algérie et les Algériens, et il devient une star médiatique, star politique, jusqu'à laisser croire ou à croire qu'il pourrait être le prochain président de la République française lors des présidentielles non anticipées de 2027. C'est Bruno Retailleau. Alors, Bruno Retailleau a donné des ailes à un ancien ministre de l'Intérieur que vous connaissez tous, puisqu'il est d'origine algérienne par son grand-père, c'est Gérald Darmanin. Gérald Darmanin est devenu entre-temps ministre de la Justice. Et en fin politique, il donne raison aux propositions très iconoclastes de son collègue ministre de l'Intérieur, monsieur Bruno Retailleau, qui veut remettre en question le droit du sol. Et d'ailleurs, il y a une proposition de loi qui a été votée au Sénat qui remet en question le droit du sol à Mayotte, avant de le remettre en question, évidemment, en France. Donc aujourd'hui, nous voyons bien que cette nouvelle bataille d'Alger revêt des formes extrêmement variées. Et quelle est la cible de cette nouvelle bataille d'Alger? Évidemment, ce ne sont pas simplement les Français d'origine étrangère, c'est spécifiquement les Français d'origine algérienne. Qu'est-ce qui s'est-il passé il y a quelques jours? Nous avons vu que le tribunal administratif français a annulé la décision d'expulsion du ministre de l'Intérieur, monsieur Bruno Retailleau, lorsqu'il a décidé, sans consulter qui que ce soit, d'expulser un TikToker algérien, et l'Algérie a refusé de l'accepter sur le territoire national au motif que toutes les voies de recours n'avaient pas été envisagées et respectées par le ministre de l'Intérieur français. Aujourd'hui, que déclare le ministre de la Justice, ancien ministre de l'Intérieur, M. Gérald Darmanin? Il dit qu'il faut supprimer la commission ad hoc. C'est quoi cette commission ad hoc? Cette commission ad hoc, c'est ce qu'ils appellent le COMEX. C'est une commission qui rassemble des magistrats et qui analyse, étudie si l'arrêté d'expulsion du ministre de l'Intérieur était conforme à la loi française ou pas. Et cette commission ad hoc, ce COMEX, a décidé, après étude du dossier, que le ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, n'avait pas respecté la loi française. Alors, M. Darmanin dit, mais il faut annuler cette commission ad hoc. Comme ça, n'importe quel ministre peut expulser, sans égard pour la loi française, n'importe quel étranger. Et M. Darmanin, que dit-il? Il dit,
la France a le droit d'expulser tous les étrangers qui crachent sur la France. Alors vous savez, le mot cracher, c'est un verbe familier, vous le savez. Mais il peut signifier différentes choses. Par exemple, moi aujourd'hui, je critique la France sur la base de faits historiques. Il pourrait très bien dire, il faut expulser M. Nekaz. Alors, rassurez-vous, j'ai pas attendu que la France m'expulse. Je suis aux États-Unis. Vous savez, on dit beaucoup de choses sur le président Trump, sur sa politique étrangère qui est absolument contestable et condamnable. Mais croyez-moi, aux États-Unis, la loi, c'est la loi. Et personne ne joue avec la loi. La preuve, je ne suis même pas légalement étranger, vous voyez, je suis libre ici, je suis sur la place publique. Je critique la politique étrangère américaine, je critique la politique intérieure et étrangère française. Vous voyez, il n'y a personne qui vient m'embêter. C'est vraiment le pays de la liberté. Et comme je vous l'ai dit, à l'intérieur des États-Unis, la loi est respectée. À l'extérieur, c'est la loi de la jungle et c'est la loi du plus fort. Donc cette nuance-là, je l'ai toujours soulignée. Alors, messieurs, Retailleau et Darmanin, donc anciens ministres de l'Intérieur, de qui s'inspirent-ils lorsqu'ils veulent annuler ces commissions ad hoc, ces commissions qui étudient si oui ou non les arrêtés d'expulsion sont conformes à la loi ou pas? Ils s'inspirent de leurs précurseurs, monsieur Michel Poniatowski et monsieur Christian Bonnet. Alors, monsieur Michel Poniatowski, qui fait partie de l'aristocratie polonaise, déjà, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur entre 1974 et 1977, avait du mal à dire qu'il détenait illégalement des étrangers dans des prisons secrètes, notamment dans le port d'Aran à Marseille. Il disait, non, ils ne sont pas détenus, ils sont hébergés. Et pourtant, un grand journaliste français du nom d'Alex Panzani, du journal La Marseillaise et de l'Humanité, avait publié un livre en 75 qui avait fait scandale, où il révélait cette prison secrète, cette prison infâme, où il n'y avait même pas de toilette, même pas de lavabo, où on donnait la sardine et 2 œufs durs à ces étrangers avant de les expulser comme des rats. Et oui, c'est aussi ça la France de la République. Car derrière la France de la République, liberté, égalité, fraternité, il y a l'État français qui est impitoyable, qui est machiavélique et qui est diabolique. Vous vous rendez compte? Traiter les étrangers comme des rats. Et pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en 1964, il y avait eu un accord entre le ministre du Travail français, M. Grandjean, et le ministre des Affaires sociales algérien, M. Nekach. Cet accord d'avril 64 prévoyait une clause confidentielle, qu'on pourrait dire une clause secrète. Et dans cette clause, il était écrit que les Algériens qui allaient être refoulés du territoire français n'auraient aucune voie de recours possible. Et c'est à cette clause confidentielle, à cette clause secrète de l'accord Grandjean-Nekach d'avril 1964 que M. Darmanin et M. Retailleau veulent revenir afin d'avoir une liberté totale pour expulser les Algériens. Et M. Michel Poniatowski, ancien ministre de l'Intérieur de 74 à 77, a vu son successeur, M. Christian Bonnet, mettre en place ce qu'on appelle les CRA. Vous savez, c'est quoi les CRA? C'est les centres de rétention administrative. En clair, les CRA voulaient légaliser les fameuses prisons secrètes de la police française où on traitait les étrangers comme des rats, comme cette fameuse prison d'Aran à Marseille. Eh oui, 30 000 étrangers traités comme des rats avant leur expulsion. Il y avait des Algériens, mais pas que des Algériens, il y avait des Marocains. D'ailleurs, le scandale avait commencé avec un pêcheur marocain qui était sur le territoire national de façon totalement légale. Et heureusement qu'il y avait des grands avocats à l'époque, parce qu'aujourd'hui, ils ont disparu. Maître Sixte Ugoloni, un avocat corse, qui a révélé cette affaire, reprise par le journaliste français Alex Panzani dans son livre sur la prison secrète et clandestine d'Aran. Alors, que doit-on penser de toutes ces choses?
Quel est mon message, à vrai dire, à mes concitoyens algériens? Vous savez qu'il y a une forte communauté algérienne en France, qui est de l'ordre de 5 millions. Il y a 4 catégories d'Algériens sur le territoire français. Il y a ceux qui sont français de naissance, comme moi je l'avais été avant de renoncer à ma nationalité française en juillet-août 2013 pour m'engager dans la vie politique algérienne avec les déboires que vous connaissez. Donc il y a ceux qui sont nés en France, comme moi, et qui sont de jure, comme on dit légalement, citoyens français. Il y a ceux qui sont naturalisés français, c'est-à-dire qui ont fait une demande de naturalisation après être venus d'Algérie. Il y a ceux qui ont une carte de résidence, donc de 10 ans, car les Algériens ont un statut particulier depuis les accords de 68. Et il y a ceux qui sont sans papier, c'est-à-dire les clandestins, et qui peuvent être l'objet à tout moment d'OQTF, c'est-à-dire d'obligation de quitter le territoire français. Donc il y a 4 catégories d'Algériens en France. Alors, on pourrait dire que ces 4 catégories représentent, pour reprendre une terminologie indienne, des castes indiens. Il y a l'aristocratie, c'est-à-dire ceux qui sont français. Il y a la bourgeoisie, c'est-à-dire bourgeoisie administrative, c'est-à-dire ceux qui ont la carte de résidence. Et il y a le tiers-état, ou plutôt les intouchables, c'est-à-dire ceux qui sont clandestins sans papier. Alors, il y a une rivalité entre ces catégories d'Algériens. Mais croyez-moi, lorsque l'État français va prendre le dessus sur la République, et je vous ai déjà fait la distinction entre République et État. La République, c'est le côté face de la France. C'est la liberté, c'est l'égalité, c'est la fraternité, c'est le pays des droits de l'homme, le pays des Lumières. Ça, c'est la République. Mais l'État français, c'est quoi? C'est le côté face. J'ai repris l'image relative au dieu romain Janus. Le côté face de l'État français, c'est des coups d'État, les expulsions, les assassinats ciblés, comme les assassinats de Al-Harbi Ben Mehdi ou de Maître Ali Boumedjel ou de Mehdi Ben Barka ou d'autres assassinats comme par exemple en Afrique avec Patrice Lumumba au Congo, etc., etc. Ça, c'est le côté diabolique, machiavélique et impitoyable de l'État français. Et aujourd'hui, de quoi on se rend compte? On se rend compte que l'État a pris le dessus sur la République, c'est-à-dire le côté négatif de la France a pris le dessus sur le côté positif de la France. Et je vais vous prendre un exemple, parce que certains ne me prennent pas au sérieux en disant « Mais non, Rachid, ça c'est du passé ». Non, il n'y a pas de passé. Le passé, il revient. Vous savez, c'est cyclique le passé. C'est comme la bourse, hein, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Que s'est-il passé en octobre 1940 en France? Imaginez que le chef de l'État français, en octobre 40, qui s'appelait le maréchal Pétain, il n'a même pas été élu par les Français. Il y a eu un vote le 10 juillet 1940, mais au niveau du Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Et 80% des députés et sénateurs français ont voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain sans que les 40 millions de Français aient voté pour lui. Et qu'a-t-il fait, le maréchal Pétain, en octobre 40? Il a dénaturalisé tous les Juifs de France, qui étaient français déjà depuis 1000 ans. Vous imaginez? Français depuis 1000 ans. Il les a dénaturalisés en signant une simple ordonnance, un petit papier que moi je pourrais signer par exemple. Mais je n'ai pas de fonction, je suis simplement un citoyen. C'est pour vous dire que c'est extrêmement facile de supprimer la nationalité française aux étrangers en général et aux Algériens en particulier. Alors j'entends quelques commentaires, je lis quelques commentaires qui disent « Mais Rachid, mais tu connais rien au droit, les lois ne sont pas rétroactives. » Mais bien sûr qu'elles sont rétroactives. À situation exceptionnelle, décision exceptionnelle. Qu'a fait le maréchal Pétain en octobre 1940? Il a supprimé tous les décrets de naturalisation. Bien sûr que l'État, quand il se fâche, il peut faire ce qu'il veut. Et c'est ce que veut faire Bruno Retailleau en supprimant ces commissions ad hoc. Comme ça, pas de voie de recours. Et vous pouvez crier, vous pouvez gueuler, vous pouvez pleurer. Rien n'y fera. Vous vous ferez expulser comme des rats, comme les 30 000 étrangers à la prison secrète d'Aran dans le port de Marseille entre 1963 et 1975. Et oui, c'est ça l'État français quand il se fâche. Ce même État français qui a massacré des protestants en 1572, qui a massacré des catholiques à partir de 1789, qui a massacré des juifs en 1940, et vous savez qui a massacré des musulmans en Algérie
pendant toute la période de la colonisation, 5,5 millions d'Algériens massacrés. C'est ça la France, plutôt l'État français. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme solution? Qu'est-ce que je vous préconise? À vrai dire, là je m'adresse en particulier aux Algériens, aux 5 millions d'Algériens qui vivent en France. Vous avez deux possibilités. La première, comme il n'y a pas d'ambassadeur depuis 7 mois en Algérie, apparemment les autorités algériennes ne veulent pas rétablir un ambassadeur pour vous protéger, donc vous avez l'autogestion, c'est-à-dire il ne faut compter que sur vous-même. Vous devez vous organiser sur 4 plans. Le plan juridique, avec des avocats qui vont vous protéger contre les attaques concernant tout l'arsenal juridique et administratif qui vous protège. Donc, premier plan juridique. Deuxième plan politique. Il faut vous organiser politiquement pour résister aux assauts des prochains présidents de la République française, que ce soit Marine Le Pen ou Bruno Retailleau. Il faut vous attaquer aussi sur le plan intellectuel. Tous les intellectuels algériens qui vivent en France doivent se réveiller, s'exprimer et conscientiser ces 5 millions d'Algériens. Et enfin, le dernier plan, c'est le plan médiatique. Tous les Algériens qui travaillent dans le milieu des médias français doivent se mobiliser pour faire des articles, faire des reportages, pour dénoncer toutes ces attaques contre la communauté algérienne en France. Car depuis novembre 2024, on a l'impression que la communauté algérienne, elle est réduite à peau de chagrin, à la peur, elle est frileuse, elle ferme les yeux, elle se cache derrière, sous une couette. Mais réveillez-vous. Si vous croyez que des TikTokers vont vous protéger, je crois que vous vous faites beaucoup d'illusions. Alors c'est vrai qu'on a des chroniqueurs talentueux que vous connaissez, mais c'est pas avec des chroniqueurs ou des TikTokers ou des YouTubeurs que vous allez vous protéger contre le tsunami politique, juridique, administratif, intellectuel et diplomatique qui est en train de s'abattre à la fois contre l'Algérie et contre la communauté algérienne de France. Donc la première solution, c'est vous autogérer, de vous organiser. La deuxième solution, c'est préparer dès maintenant votre retour en Algérie. Alors vous pouvez faire les choses de façon parallèle, en même temps comme on dit. Ça veut dire quoi, préparer le retour? Prenez la tâche des 20 consulats d'Algérie qu'il y a en France, même s'il n'y a pas de chef d'orchestre en la personne de l'ambassadeur, pour vous renseigner sur vos droits. Que se passe-t-il si, par exemple, vous voulez rentrer en Algérie? Quels sont vos droits sur le plan administratif, sur le plan financier, sur le plan immobilier? Par exemple, si vous voulez acheter un terrain ou construire votre maison, est-ce qu'il y a des écoles bilingues pour scolariser vos enfants dans les grandes villes d'Algérie? Est-ce que, par exemple, les consulats algériens peuvent vous aider justement à vous renseigner sur l'ensemble des questions pratiques? Quels sont les hôpitaux pour ceux qui ont des maladies chroniques? Dans quelle clinique ou dans quel hôpital ils peuvent se soigner? Bref, essayez de vous renseigner au maximum possible en prenant la tâche des 20 consulats algériens et en prenant la tâche directement de la mairie où vous voulez rentrer ou de la wilaya dans laquelle se trouve votre mairie. Il est très important de prendre au sérieux cette nouvelle bataille d'Alger qui est en train de s'organiser, car croyez-le, chers concitoyens, les Français ne sont pas des amateurs. On a vu ce qu'ils ont fait en Afrique avec l'esclavage et on a vu ce qu'ils ont fait aussi en Afrique et en Asie avec le colonialisme. L'armée française est extrêmement bien organisée. La police française est extrêmement bien organisée. Vous savez, 80% des Algériens vivent dans des cités. C'est très facile de rafler les Algériens, de les parquer, de les expulser ou de les massacrer. Regardez ce qu'a fait le maréchal Pétain à partir d'octobre 1940. Il a rassemblé tous les Juifs de France, il les a mis dans un train en direction des camps de la mort et les camps d'extermination, les fameuses chambres à gaz. Et c'est de cette façon que 76 000 Juifs anciennement français ont trouvé la mort comme des rats, comme les fameux rats, les 30 000 rats que la France a parqués dans la prison secrète d'Aran à Marseille. À vous de jouer maintenant. Bon courage à vous. Tahia al-Jazair. Allah yarham al-shuhada. Wa tahalla fi ruhkum, Inch'Allah.